Bonjour Thomas Pesquet et merci beaucoup de répondre à nos questions sur BFM TV à quelques heures de ce moment historique. J'aimerais savoir tout simplement ce que vous ressentez. D'ailleurs, il y a un énorme engouement en Floride, entre 100 000 et 200 000 personnes attendues autour de Cap Canaveral. Vous sentez vous aussi monter un peu la tension, le grand frisson ? Ah oui, 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 on la sent très nettement, hein. Les gens ont mis des petits panneaux sur le pas de leur porte. On est passé le long de l'eau en fait sur un pont où il y a déjà des camping-cars qui sont installés. On était quasiment à 24 heures du lancement ce matin et les gens étaient déjà en train de planter leur tente pour pas rater ça. Donc voilà, c'est l'ambiance des grands soirs, des grands jours ici à Cap Canaveral et c'est normal parce que c'est un événement historique. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. Vous estimez que voilà, cette date, ce lancement va entrer dans l'histoire de la conquête spatiale ? Oui, alors s'il réussit, évidemment, hein, c'est toujours, on se donne des objectifs très difficiles, donc parfois ça marche, parfois évidemment ça marche un peu moins bien, c'est normal, c'est le spatial, mais on fait tout pour que ça marche évidemment. Donc si tout se passe comme prévu demain, oui, c'est le retour de l'humanité vers la Lune, mais d'une manière plus durable, plus collégiale en fait, pas en compétition, mais vraiment en coopération pour s'établir là-bas de manière un peu plus longue, une présence permanente, enfin permanente c'est un bien grand mot, mais de plus en plus longue sur la surface de la Lune, construire des bases, etc. Donc c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. On en a parlé depuis des années, mais maintenant, ça y est, on est au pied du mur. Cette fusée qui va s'élancer, si tout va bien, donc ce 29 août, c'est un énorme engin, hein, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Pourquoi d'ailleurs il faut une telle puissance pour aller sur la Lune ? Eh bien parce que pour aller sur la Lune, pour s'arracher à la gravité de la Terre et se mettre en orbite autour de la Terre, il faut atteindre la vitesse de 8 km par seconde. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une fusée avec énormément d'énergie qui va non seulement nous monter en altitude, mais surtout nous propulser avec énormément de vitesse autour de la Terre. Ça, c'est pour être en orbite. Pour quitter l'orbite de la Terre et s'éloigner encore plus, il nous faut 11 km par seconde, quasiment 50% de puissance en plus. Et ben voilà, il n'y a pas de secret, il nous faut une fusée encore plus grosse. Quels sont les dangers de cette mission ? Vous disiez à l'instant, oui, bon, des fois, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Qu'est-ce qu'on va scruter ? Qu'est-ce qu'on va analyser ? Puisqu'on le rappelle, c'est un vol non habité, mais l'objectif, à court terme, ça va aller très vite, hein, c'est qu'il y ait du monde dans cette fusée. Oui. Ouais, dans 2 ans, on a vu aujourd'hui la capsule en train d'être assemblée. Celle qui, dans 2 ans, aujourd'hui, celle qui est au sommet de la fusée, la capsule Orion, elle est vide. Dans 2 ans, elle sera occupée par 4 astronautes qui vont aller se propulser autour de la Lune, comme ça, à 400 000 km de la Terre. Ouais, ce qui peut se passer, il y a énormément de composants. Vous imaginez, j'ai entendu le nombre de 14 500 petites vannes qui s'ouvrent et qui se ferment à bord de la fusée. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne vous donne pas le chiffre du kilomètre de câble ou équivalent de la poussée de 30 à 380 au maximum. Mais c'est vraiment des chiffres qui donnent le tournis. Une fusée de 100 mètres de haut, évidemment, le moins de petits composants peut avoir une panne, même si on essaie de faire en sorte qu'il n'en ait pas. Donc demain, c'est la répétition générale, ce qu'on va scruter plus particulièrement, parce qu'on a déjà testé beaucoup de choses par morceaux, hein, mais ça va être la répétition de toutes les parties, l'intégration de toutes les parties, et puis aussi, surtout, le retour sur Terre de la capsule et ce bouclier thermique qui va être confronté en fait à des températures bien plus élevées que ce que nous, on a connu. Déjà, nous, on rentre en boule de feu avec le Soyuz ou avec le Crew Dragon, mes 2 premières missions. Mais là, ce sera encore plus. La température sur ce bouclier thermique, ça va être l'équivalent de la moitié de la température en surface du Soleil. Donc des choses absolument dingues. Alors, Thomas Pesquet, on rappelle ce qui est prévu. Si tout se passe bien cette fois-ci, dans 2 ans, le même vol, entre guillemets, cette fois-ci avec des astronautes, mais autour de la Lune. Et puis, 1 an plus tard, en 2025, là, l'idée, c'est qu'il y ait un vol qui se pose sur la Lune. On n'en est pas encore là. Je voudrais tout simplement vous demander ce que ça évoque pour vous, ces missions lunaires. Vous n'étiez pas né au moment d'Apollo en 1969. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Oui, je n'étais pas né et de loin d'ailleurs, mais ce que ça représente, c'est nous, ça a toujours été l'avenir en fait. Il y a une génération d'astronautes qui a connu l'atterrissage, enfin, l'alunissage, et qui ensuite s'est dit voilà, ce truc qui était dans le passé, peut-être on n'arrivera jamais à faire aussi bien. Nous, on n'a pas eu ça comme impression en fait. On s'est tout de suite lancé vers la station spatiale parce que c'était ça qu'il y avait, et puis la Lune et Mars, c'était dans l'avenir. Mais là aujourd'hui, c'est dans le présent, et c'est fou de voir à quelle vitesse c'est arrivé, parce qu'évidemment
évidemment, nous, on se préoccupe tous de notre travail au jour le jour. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de choses à réaliser pour aller dans l'espace. Une petite série de miracles, donc 2 missions de suite. Et là, à peine sorti de ça, je lève le nez vers une fusée qui, peut-être un jour, emmènera des Européens, enfin, un jour emmènera des Européens, peut-être moi, vers la Lune. Donc c'est vraiment une impression d'être un peu dans un rêve éveillé. Je me demande comment c'est allé aussi vite et comment on est arrivé là, sans que je l'ai presque réalisé, en fait, à force de me concentrer sur mes tâches quotidiennes. Bon, c'est vous qui en avez parlé le premier, Thomas. Donc, effectivement, c'est une possibilité. J'imagine que c'est un espoir pour vous aussi, peut-être même un peu plus que cela. En effet, quand cette fusée sera habitée, vous pourriez faire partie de l'équipage. Oui, on a. Alors, ce qui est bien, c'est que l'Europe, donc et l'Agence spatiale européenne, fait partie de ces missions et fait partie de ces missions d'une manière non négligeable. On fait en gros la moitié de la capsule Orion, c'est-à-dire que, en gros, sans l'Europe, les Américains peuvent pas aller sur la Lune. Et évidemment, la réciproque est vraie. Voilà, donc on a réussi à avoir cette place. Pourquoi ? Parce qu'on a fait nos preuves depuis des années, peut-être même plus, des dizaines d'années, que ce soit techniquement ou que ce soit les astronautes. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a prévu 3 vols d'ici à 2030 avec des Européens à bord, grâce à cette contribution européenne au programme. Et bien évidemment, tout le monde va lever la main. Je ne serai pas le seul volontaire, donc ça va se jouer autrement que sur le côté volontariste. Mais oui, une chance non négligeable si tout va bien. Après, évidemment, il peut se passer plein de choses dans le spatial. Mais une chance non négligeable peut-être d'un jour me retrouver au sommet de cette fusée. Là, ce serait un moment magique. Alors, on nous explique que cette mission, si tout se passe bien, c'est peut-être aussi de créer, donc à moyen terme, on va dire, une sorte de hub, une station spatiale sur la Lune qui permettrait ensuite d'aller un peu plus loin, et on pense à Mars notamment. Avant de parler de Mars, ça veut dire que sur la Lune, il n'y a plus rien à explorer au fond, on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur cet astre? Non, je ne pense pas qu'on sache déjà tout ce qu'il y a à savoir. Les missions Apollo nous ont permis d'apprendre essentiellement sur la géologie. On a ramené beaucoup de roches de la surface de la Lune. Après, il reste plein d'autres choses à faire. On sait qu'il y a la présence de l'eau liquide, on sait qu'il y a de l'hélium-3, on sait qu'il y a des ressources comme ça un peu rares mais qui sont sur la Lune. On sait qu'on pourrait par exemple mettre un télescope sur la face cachée et là on pourrait observer comme le fait le James Webb télescope, mais d'une manière encore plus simple parce qu'on serait posé sur la surface et peut-être des astronautes qui pourraient même travailler dessus. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur la surface de la Lune, mais on sait que scientifiquement, Mars, c'est plus intéressant, on le sait, personne s'en cache, mais aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable d'aller jusqu'à Mars, c'est quand même encore un facteur 1000, hein. La Lune, c'est 1000 fois plus loin que l'orbite basse, Mars, c'est encore 1000 fois plus loin que la Lune, en gros. Donc, on va répéter nos gammes aussi sur la Lune, c'est uniquement en faisant ces preuves-là qu'ensuite, on sera capable d'aller encore plus loin. C'est comme ça que ça marche dans le spatial, c'est comme ça que ça marche sur Terre. Oui, mais d'une certaine façon, ça nous rapproche un peu de cet objectif. C'est-à-dire que ce qui pouvait sembler hyper lointain, je pense à Mars, finalement, si cette opération-là fonctionne, peut-être que d'un seul coup, l'objectif va se rapprocher, tout simplement. Exactement. Une fois qu'on arrive à vivre sur la surface de la Lune et à quelque part d'utiliser le plus de ressources in situ, parce que c'est ça qui se joue. Il ne s'agit pas d'être ravitaillé par la Terre tous les jours ou même tous les 3 mois. Il s'agit vraiment d'essayer d'extraire les ressources du sol. On a parlé de l'eau liquide, ça nous fait de l'oxygène, de l'hydrogène. Quand on les combine, ça fait du carburant de fusée. On a parlé d'hélium-3. On a évidemment l'énergie solaire au moins la moitié du temps pendant que la Lune fait sa rotation, pendant le jour lunaire, il dure 15 jours. Donc l'idée, c'est ça. Et effectivement, oui, on va débloquer des technologies, on va trouver des clés qui vont nous permettre demain d'être dans une position d'aller sur Mars. De la même manière que ce qu'on a fait dans la station spatiale, ça nous donne la possibilité d'envisager des vols de plus en plus longs dans l'espace. Donc c'est vraiment par petits sauts technologiques comme ça qu'on va procéder. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un désintérêt pour la Lune pendant de longues années ? On se souvient de Barack Obama qui disait en 2008 « Non, retourner sur la Lune, c'est pas intéressant ». On l'a. Je ne pense pas que c'est un vrai désintérêt, mais disons que la compétition, c'est un moteur qui est très puissant, je pense, pour démarrer une activité. Par contre, c'est un moteur qui s'essouffle sur le long terme. Évidemment, une fois que quelqu'un a gagné, a traversé la ligne d'arrivée, à quoi ça sert de continuer à courir ? Par contre, la coopération et la recherche scientifique, ça, c'est un moteur qui n'est pas très enthousiasmant. C'est difficile à vendre aux gens, du moins au niveau de budget qui ont été nécessaires pour le programme Apollo. Mais une fois que c'est en place, c'est des choses qui marchent beaucoup mieux sur le long terme, et c'est ce que prouve la station spatiale tous les jours. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu un désintérêt
l'intérêt, mais il faut voir aussi les montants qui sont en jeu. Hein. Le programme Apollo, c'était quand même jusqu'à 3% du budget fédéral américain, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, le budget de la NASA, c'est bien moins que ça. C'est de l'ordre de plusieurs zéros après la virgule. Donc avec moins, on essaye de faire aussi bien. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut le faire en coopération. L'Europe, les États-Unis, le Canada, les Japonais, demain d'autres partenaires. Et puis il faut le faire de manière le plus durable et en utilisant les ressources in situ le plus possible. Bon. Thomas Pesquet, encore 2 questions. D'abord, une question personnelle. Vous êtes sur place, évidemment, pour voir comment ça se passe et en tant peut-être que futur astronaute de cette mission. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Racontez-nous un petit peu à quoi ressemblent vos semaines, les mois, cette année 2022. Cette année 2022, j'ai beaucoup... alors déjà, il a fallu terminer cette mission, une mission spatiale. Hein, moi, je me suis posé en novembre de l'année dernière, 2021. Ça ne se termine pas au moment où on touche le sol. Il faut évidemment répéter beaucoup de protocoles scientifiques qu'on a fait, notamment à bord et avant la mission, pour que les scientifiques aient un peu toutes leurs données et puissent comparer l'évolution, notamment sur la physiologie, le corps humain. Donc on a l'impression de tout refaire, de refaire un peu toute la mission, mais au sol. Des débriefings, remise en forme, donc tout ça, ça dure quelques mois. Ensuite, un tout petit peu de vacances. J'ai beaucoup travaillé sur la sélection d'astronautes. On a une nouvelle sélection d'un nouveau groupe, la Relève, hein, qui va arriver pour travailler avec nous vers la fin de l'année. Donc ça, c'est extrêmement enthousiasmant, notamment beaucoup de Français, beaucoup de Françaises. Ça, c'est très bien, je suis très content. Et puis voilà, j'ai repassé mes qualifications de pilote, je vole sur les vols paraboliques, donc je reprends petit à petit toutes mes activités. Et voilà, en attendant peut-être de repartir à l'entraînement sur une mission lunaire, et ça, ce serait le rêve. Ouais. Et puis, c'est ma dernière question, Thomas Pesquet. On sait que vous êtes extrêmement attaché, évidemment, au climat, à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a eu beaucoup d'événements cet été, évidemment, tragiques, ces méga incendies en France, ces canicules, etc. On a beaucoup parlé ici de prise de conscience. Alors, vous vous dites quoi quand vous entendez ça? Vous dites « il était temps » ou vous dites « bon, tant mieux, au moins ça c'est fait ». Je me dis il était temps parce que moi, l'été dernier, je le montrais depuis la station spatiale, en fait, des méga-feux et des incendies, même si ça s'accélère malheureusement de manière un peu sinistre tous les ans. Il y en a quand même, il y en avait l'année dernière, il y en avait l'année d'avant. Donc depuis ma première mission, en fait, j'essaie de prêter ce regard-là et de dire regardez, il y a quand même des choses qui se passent. On a l'impression que les gens sont réceptifs, mais que rien ne change. Donc il y a un côté un petit peu frustrant. Je pense que là, vraiment, on n'a plus le choix, que là, tout le monde, même les gens les plus qui essayaient de ne pas voir la vérité en face, maintenant les gens le savent. La question, c'est comment on fait maintenant. C'est pas si facile que ça. Évidemment, dès qu'on touche quelque chose à un endroit, ça a des conséquences à un autre. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de pistes, mais il va falloir changer, c'est certain. Moi, l'évolution que je vois depuis l'espace, même entre mes 2 missions, même ce que montrent les satellites tous les ans, c'est de pire en pire. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Mille merci, Thomas Pesquet, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à toutes nos questions. On croise les doigts pour cette mission Artemis. Alors Artemis, j'ai vérifié, c'est donc la fille de Zeus, oui. Déesse de la nature sauvage. Voilà, ça dit tout. Oui. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Oui, exactement. C'est un beau symbole, moi, je trouve. Donc, go Artemis, et on suivra ça de très, très près. Merci encore. Merci à vous, Thomas Pesquet. Merci.